L'épervier et son architecte. Introduction. Yaoundé, quartier d'Otza. Il est encore tôt, ce 12 mars 2019, quand des véhicules de police prennent position autour d'une résidence. La scène, à elle seule, n'a rien d'exceptionnel dans l'histoire récente du Cameroun. Sauf que cette fois, l'homme qui regarde par la fenêtre n'est pas un opposant, ni un fonctionnaire anonyme. C'est celui qui, pendant plus de 15 ans, a occupé les postes les plus sensibles de l'appareil sécuritaire de l'État, et qui a lui-même supervisé ce genre d'opération contre d'autres. Mais ce n'est pas tout. 4 ans plus tard, dans l'enceinte d'un tribunal, cet homme va prononcer une phrase qui va donner à toute cette affaire un éclairage radicalement différent. Une phrase qui ne concerne plus seulement un contrat d'armement ou une accusation de détournement, mais une rivalité au sommet même de l'État. Ce dossier, Camé News l'a suivi de près. Voici ce que l'on sait, ce que l'on rapporte, et ce qui reste, à ce jour, une question ouverte. Partie 1. Contexte et faits vérifiables. Pour comprendre la chute d'Edgar Alain Meb Ngoo, il faut d'abord mesurer l'ampleur de son ascension. Administrateur civil formé à l'École nationale d'administration et de magistrature, il gravit très tôt les échelons du sérail camerounais. Préfet, puis directeur du cabinet civil de la présidence de la République de 1997 à 2004, un poste qui le place au contact direct des secrets de l'État. Il devient ensuite délégué général à la Sûreté nationale, autrement dit patron de la police, de 2004 à 2009. Il termine son parcours ministériel à la tête du ministère délégué à la Défense, jusqu'à sa sortie du gouvernement le 2 mars 2018, avant un bref passage au ministère des Transports. C'est dans ce rôle sécuritaire que Meb Ngoo va devenir l'un des visages les plus reconnaissables de l'opération anticorruption Épervier, lancée au Cameroun pour poursuivre les auteurs présumés de détournement de fonds publics. Cette opération a conduit à l'arrestation de plusieurs anciens hauts responsables de l'État. Jean-Marie Atangana Mebara, ancien secrétaire général de la présidence, Polycarpe Abba, ancien ministre des Finances, Yves-Michel Fotso, ancien directeur général de la Camer. Le tribunal chargé de juger ces affaires, le tribunal criminel spécial, a été créé spécifiquement pour connaître des faits de détournement de fonds publics portant sur des montants supérieurs à 50 millions de francs CFA. Le 12 mars 2019, c'est au tour de Meb Ngoo. L'unité spéciale en charge des enquêtes sur les détournements de fonds publics signe, la veille, un ordre de garde à vue le visant, ainsi que son épouse et plusieurs anciens collaborateurs. Il est soupçonné, selon la presse, de détournement et de surfacturation, dans un dossier lié notamment à un contrat d'armement conclu avec la Chine. La presse locale évoque à l'époque une fortune personnelle considérable, bâtie en partie grâce à des marchés publics obtenus par ces entreprises. Le 31 janvier 2023, après plusieurs années de procédure, le verdict tombe, 30 ans de réclusion criminelle. Voilà pour les faits judiciaires établis, documentés et non contestés dans leur déroulement. Mais un homme qui a passé 30 ans à actionner les leviers de l'État sécuritaire ne tombe généralement pas par accident. Et c'est là que le dossier prend une tournure plus politique. Partie 2. Le conflit et les tensions au sommet de l'État. Pour situer cette affaire, il faut remonter à ce que plusieurs titres de presse camerounaises et panafricaines ont décrit, dès 2019, comme une guerre de tranchées au sommet de l'État. D'un côté, Edgar Alain Meb Ngoo, longtemps considéré comme un prétendant discret à la succession de Paul Biya. De l'autre, Ferdinand Ngoo, secrétaire général de la présidence de la République, poste qui en fait, de facto, l'un des hommes les plus puissants du pays. Le journal Jeune Afrique a documenté, à l'époque, ce que plusieurs observateurs présentaient comme un affrontement entre deux réseaux d'influence rivaux au sein du pouvoir camerounais, l'un et l'autre revendiquant leur proximité avec des figures différentes de l'entourage présidentiel. D'autres titres sont allés plus loin dans l'interprétation. Un article publié en octobre 2019 par Actu Cameroun, citant Jeune Afrique, rapportait que la décision de faire arrêter l'opposant Maurice Kamto fin janvier 2019, puis Edgar Alain Meb Ngoo un mois plus tard, aurait été attribuée par le journal panafricain à un duo formé par Ferdinand Ngoo et Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. Il faut le préciser avec la même rigueur que la source elle-même. Jeune Afrique, selon cet article relais, ne donnait alors aucun détail sur la manière dont cette influence se serait exercée concrètement. C'est une attribution rapportée, pas une preuve établie. Ce qui est vérifiable, en revanche, c'est le contexte immédiat de l'arrestation. Selon Jeune Afrique, quelques jours à peine avant d'être interpellé, Meb Ngoo avait rencontré le chef d'état-major des armées sans que ce dernier ne laisse rien transparaître de ce qui se préparait. Un observateur cité par le journal établit un parallèle avec l'arrestation d'un autre haut cadre de l'État, celle de l'ancien directeur général de la Société camerounaise des dépôts pétroliers. La veille de sa chute, celui-ci se trouvait encore aux côtés du patron de l'armée, qui ne lui avait rien laissé deviner. Ce sont là les manières du chef de l'État, résume la source citée. Mais ce n'est pas tout. Car l'homme qui, ce matin de mars 2019, découvre les forces de l'ordre à sa porte,
est précisément celui qui avait supervisé ce type d'opération pendant les 15 années précédentes. La méthode qu'il avait appliquée à d'autres, l'arrestation soudaine, sans préavis, l'absence de toute mise en garde préalable de la part de proches bien informés, s'est retournée contre lui avec une précision presque symétrique. Partie 3. Décryptage. La déclaration qui change la lecture du dossier. C'est ici qu'intervient l'élément central révélé par Jeune Afrique dans son enquête « Les déchus de la République ». Devant les magistrats du tribunal criminel spécial, Edgar Alain Meb Ngo aurait déclaré qu'1 an avant son arrestation, Ferdinand Ngo l'avait menacé de l'envoyer en prison. Une menace qu'il décrit, selon ses propres mots rapportés par le journal, comme ayant été finalement mise à exécution. Il est essentiel d'être précis sur la nature de cette information, pour ne pas lui faire dire plus qu'elle ne dit. Il s'agit d'une déclaration de Meb Ngo lui-même, faite dans le cadre de sa défense, et rapportée par un média. Ce n'est ni un jugement de la Cour, ni une preuve établie du rôle de Ferdinand Ngo dans cette affaire. Camé News la rapporte comme telle, une pièce du dossier, un élément de contexte, et non un verdict. Ce que cette déclaration fait, en revanche, c'est déplacer une partie du débat public. Jeune Afrique le formule ainsi. Si cette déclaration est exacte, elle transforme la lecture de l'affaire, en suggérant que l'arrestation de Meb Ngo ne résulterait pas uniquement d'une enquête judiciaire sur un contrat d'armement, mais s'inscrirait aussi dans une rivalité personnelle entre deux hommes qui se sont longtemps côtoyés au sommet de l'appareil d'État. C'est une lecture que les avocats de la défense eux-mêmes ont portée devant l'opinion publique, en dénonçant ouvertement, selon Jeune Afrique, le caractère politique du dossier. Faut-il pour autant conclure que la procédure judiciaire n'était qu'un habillage? Rien, à ce stade, ne permet de l'affirmer avec certitude. Et ce n'est d'ailleurs pas ce qu'affirme Jeune Afrique. Une procédure judiciaire et une rivalité politique ne s'excluent pas nécessairement. L'histoire récente du Cameroun a déjà montré des dossiers où les deux dimensions coexistent, sans qu'il soit toujours possible, de l'extérieur, de démêler la part de l'une et de la part de l'autre. C'est précisément ce que ce dossier illustre, et c'est en cela qu'il dépasse le simple fait divers judiciaire. Partie 4. Analyse. La mécanique d'un système qui se retourne contre ses propres enfants. Mesdames et messieurs, il y a un vieux proverbe que beaucoup de Camerounais connaissent. Le feu qui brûle la case du voisin peut finir par chercher la tienne. Et lorsqu'on observe cette affaire avec un peu de recul, on se rend compte que le véritable sujet dépasse largement le destin d'un seul homme. Ce qui mérite d'être observé, c'est la mécanique elle-même. Ce gigantesque engrenage du pouvoir qui, depuis plusieurs décennies, semble fonctionner selon des règles que tout le monde devine mais que presque personne n'écrit officiellement. Au Cameroun, le pouvoir ressemble parfois à une immense partie de chaise musicale. Tant que la musique joue, chacun danse avec le sourire, chacun applaudit le chef d'orchestre, chacun est persuadé que sa chaise lui appartient pour toujours. Puis, brusquement, la musique s'arrête. Et celui qui, quelques heures auparavant, distribuait les ordres découvre qu'il n'a plus de siège. Les autres continuent de danser comme si rien ne s'était passé. C'est peut-être cela, la plus grande leçon politique de cette histoire. Pendant des années, Edgar Alain Meb Ngo a occupé certains des postes les plus stratégiques de l'État. Il a dirigé des administrations sensibles. Il incarnait une certaine puissance de l'appareil sécuritaire. Son nom ouvrait des portes. Son cortège faisait s'arrêter la circulation. Les gyrophares annonçaient son passage avant même qu'on aperçoive son véhicule. Dans un pays où les symboles comptent énormément, cela voulait dire quelque chose. Au Cameroun, lorsqu'une dizaine de véhicules noirs arrivent avec des sirènes, les vendeurs de beignets lèvent la tête, les motos se rangent sur le côté et même les policiers deviennent soudain très polis. On se dit immédiatement, voilà quelqu'un qui compte. Mais le pouvoir est un invité très particulier. Il entre sans frapper. Et il repart sans prévenir. C'est probablement ce qui rend cette histoire si frappante. Selon les éléments rapportés publiquement, celui qui représentait hier encore l'autorité de l'État s'est retrouvé quelques années plus tard dans une situation radicalement différente. Ce contraste nourrit aujourd'hui de nombreuses analyses et alimente les débats sur le fonctionnement des institutions. Et c'est précisément ici que commence la véritable satire. Parce que, soyons honnêtes, au Cameroun, on a parfois l'impression que le fauteuil ministériel est fabriqué avec des roulettes invisibles. Aujourd'hui, vous êtes installé. Demain, le fauteuil glisse tout seul. Après-demain, quelqu'un d'autre est déjà assis dessus comme si vous n'aviez jamais existé. Le plus extraordinaire n'est pas que des responsables quittent leurs fonctions. Cela arrive dans tous les pays. Ce qui intrigue davantage, c'est la vitesse avec laquelle certains passent, dans le regard de l'opinion, du statut d'homme incontournable à celui d'ancien responsable dont presque plus personne ne prononce le nom dans les cérémonies officielles. Au Cameroun, la mémoire politique est parfois plus rapide qu'une connexion Internet en pleine nuit. Hier. Excellence. Excellence. Excellence.
Aujourd'hui. Ah, il est où déjà? Le silence s'installe. Comme si quelqu'un avait coupé le micro. C'est presque une spécialité nationale. Les anciens piliers deviennent des fantômes administratifs. Les bureaux changent de plaque. Les téléphones cessent de sonner. Les visiteurs disparaissent. Les chauffeurs trouvent un nouveau patron. Les gardes saluent désormais quelqu'un d'autre. Et le monde continue de tourner. Cette mécanique n'est pas nouvelle. Elle semble se répéter depuis plusieurs décennies. Les visages changent. Les costumes changent. Les véhicules changent. Mais le scénario paraît souvent identique. On monte. Très haut. On devient indispensable. Puis un matin, tout s'arrête. Comme si quelqu'un avait simplement appuyé sur un interrupteur. C'est précisément cette répétition qui interroge de nombreux observateurs. Car lorsqu'un phénomène revient régulièrement, il cesse d'être uniquement une affaire individuelle. Il devient un sujet d'analyse politique. Selon Jeune Afrique, Edgar Alain Meb Ngo partage aujourd'hui la prison centrale de Kondangui avec Jean-Marie Atangana Mebara, dont l'arrestation remontait à une période où Meb Ngo occupait d'importantes responsabilités sécuritaires. Le magazine indique également que les deux hommes se côtoieraient sans véritablement se fréquenter. Quelle image saisissante! L'histoire politique semble parfois écrire des scénarios qu'aucun romancier n'oserait proposer à son éditeur. Les couloirs changent. Les bâtiments changent. Mais les acteurs se retrouvent parfois, des années plus tard, dans des circonstances totalement différentes. Et là, le proverbe camerounais reprend tout son sens. La roue tourne, mais elle ne prévient jamais celui qu'elle va écraser. Attention toutefois. Cette observation ne signifie pas que toutes les procédures seraient identiques ni qu'elles répondraient aux mêmes causes. Chaque dossier possède sa propre réalité judiciaire. Chaque affaire repose sur ses éléments. Chaque décision appartient aux juridictions compétentes. Mais la répétition de ces trajectoires nourrit naturellement le débat public. Elle pousse les citoyens à s'interroger sur la manière dont fonctionne le pouvoir. Et c'est probablement cela qui mérite d'être discuté. Car un État ne se mesure pas seulement à la puissance de ses institutions. Il se mesure aussi à leur prévisibilité. Dans un État solide, les règles doivent être connues d'avance. Les citoyens doivent savoir pourquoi une décision est prise. Les responsables doivent connaître les conséquences de leurs actes. Lorsque les règles paraissent difficiles à lire pour l'opinion publique, les interrogations se multiplient. Et les rumeurs occupent alors l'espace laissé vide par les explications. Voilà pourquoi cette affaire dépasse largement le cas personnel d'Edgar Alain Meb Ngo. Elle interroge le fonctionnement du système. Elle interroge la manière dont l'autorité se construit. Elle interroge la manière dont elle s'exerce. Et surtout, elle interroge la manière dont elle disparaît. Conclusion, une histoire d'homme. Ou une leçon sur le pouvoir. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. Il faut distinguer les faits établis des interprétations. Les faits connus sont publics. Une carrière exceptionnelle. Des responsabilités parmi les plus importantes de l'État. Une arrestation en mars 2019. Une condamnation à 30 ans de réclusion prononcée en janvier 2023. Et des déclarations rapportées par Jeune Afrique dans lesquelles Edgar Alain Meb Ngo affirme avoir reçu, 1 an auparavant, une menace qu'il attribue au secrétaire général de la présidence. Ces déclarations existent. Elles sont rapportées. Mais elles demeurent des affirmations de l'intéressé. Elles ne permettent pas, à elles seules, d'établir les motivations exactes de la procédure judiciaire. C'est une distinction essentielle. Le rôle d'un média responsable n'est pas de transformer des hypothèses en certitudes. Le rôle d'un média est de présenter les faits connus, de rappeler ce qui est contesté et de laisser le public exercer son esprit critique. C'est exactement ce que nous avons cherché à faire aujourd'hui. Au fond, cette affaire dépasse largement une seule personne. Elle pose une question plus vaste. Comment un système politique gère-t-il ses propres équilibres? Comment préserver la confiance des citoyens dans les institutions? Comment garantir que la lutte contre la corruption soit perçue comme impartiale, quels que soient les acteurs concernés? Ces interrogations ne visent pas un individu. Elles concernent le fonctionnement de l'État. Et elles méritent d'être discutées avec sérieux. Comme le disent souvent les anciens chez nous. Le pouvoir est comme une calebasse pleine d'eau. Celui qui la porte doit marcher avec prudence, car une seule glissade suffit pour tout renverser. L'histoire politique camerounaise montre que les carrières les plus impressionnantes peuvent connaître des tournants inattendus. Elle rappelle aussi que les institutions demeurent plus importantes que les hommes qui les incarnent. Le véritable enjeu n'est donc peut-être pas de savoir qui sera le prochain à monter ou à descendre. Le véritable enjeu est de savoir quel héritage institutionnel restera lorsque les noms auront changé. Car les hommes passent.
Les fonctions changent. Les gouvernements changent. Mais les citoyens, eux, restent. Et ce sont eux qui continuent d'attendre des institutions fortes, prévisibles et dignes de confiance. Dites-nous en commentaire. Selon vous, cette affaire révèle-t-elle avant tout le parcours d'un homme ou met-elle en lumière le fonctionnement plus général du pouvoir au Cameroun ?